Je me retrouvais à douter de mes compétences. On m'a dit, en tout cas dans le milieu professionnel, il faut toujours supporter. Quand on fait une remarque déplacée, surtout en ce qui concerne mon travail ou alors mes compétences, je deviens farouche. Ça ne sert à rien de rester près de quelqu'un qui te fait douter. Donc c'est vraiment très dérangeant parce qu'au Cameroun, comme je dis, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Et est-ce que tu avais peur de perdre ton emploi si tu parlais? Cœur qui danse, cœur, fille en transe. Aujourd'hui, dans Filles et Cœur, nous abordons un sujet sensible mais essentiel, le harcèlement en milieu professionnel. Le milieu de travail est censé être un espace d'évolution, d'épanouissement et de respect. Pourtant, pour certaines femmes, il devient un espace de pression, d'humiliation, de chantage ou d'abus silencieux. Notre invitée a décidé de briser le silence. Elle vient nous raconter ce qu'elle a vécu, non pas pour exposer, mais pour sensibiliser et libérer la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans ton histoire, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Bonjour à tous, je me nomme Hermine Amougou, je suis entrepreneur et également étudiante en communication des organisations. Merci Hermine. À quel moment as-tu commencé à ressentir que quelque chose n'était pas normal dans ton environnement professionnel? Est-ce que tu peux nous raconter comment la situation a commencé et comment elle a évolué? Bon, j'exerçais dans le cadre de mes compétences, donc en communication pour une société, si je vais dire ça comme ça. Et le responsable était une personne que je pensais très respectable au départ, je l'avoue, et une personne très honnête et très transparente également. Sauf que avec le temps, je me suis rendu compte que toutes ces qualités que je lui accordais, je lui attribuais, n'étaient pas forcément vraies. Au fil du temps, dans le cadre professionnel, je me suis rendu compte que il arrivait qu'il déborde des limites, c'est-à-dire tout ce qui devrait être relation professionnelle ne l'était plus vraiment. On arrivait à des instants où ça débordait. Je vais entrer dans les détails, mais j'essaie un peu de trouver le moyen de le dire sans forcément citer des noms, sans dire de qui il s'agit ou alors de quoi il s'agit concrètement, parce que comme on l'a dit, c'est pour sensibiliser, c'est pas pour exposer. Alors, tu peux toutefois nous raconter l'histoire peut-être en dénommant la personne par X ou par Y. Alors, je commence à travailler avec Monsieur X il y a à peu près 7 mois maintenant. Et au départ, les relations étaient vraiment professionnelles, comme je disais. On s'appelait quand il y avait un travail ponctuel. Sauf que le détail que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au départ, j'obtiens le travail après appréciation d'un service que j'avais rendu à une autre personne dans le cadre d'une cérémonie dans laquelle on s'était rencontrés. Et je pense que le déclic est parti de là parce que je me suis dit que j'avais eu le travail peut-être grâce à mes compétences, sauf que je me suis rendu compte que la personne avait des intentions tout autres que des intentions, si on va dire, professionnelles ou alors de bonnes intentions, me donner un emploi et me permettre de m'exprimer dans son entreprise. Au fil du temps, j'avais des tâches qui m'étaient confiées, mais sauf que je n'avais pas la latitude d'exercer pleinement en toute liberté, si on va dire ça comme ça. Et parfois, je me retrouvais à des séances de travail inadaptées, si je vais dire, à des horaires pas très convenables pour moi qui ne suis que son employé. Et puis, je n'avais pas le droit de rejamber parce que lorsque tu le fais, on prend ça pour du mépris ou alors pour du mépris ou un affront. On va te dire non, mais pourquoi est-ce que tu veux m'imposer l'heure à laquelle je dois te libérer? Ça se passe pas comme ça. Et puis moi, je vais te recevoir ici, je vais pas te recevoir là-bas. Tout ça, ça commençait par une pression psychologique, si je vais dire ça comme ça. Donc, le harcèlement a commencé à se manifester avec la pression psychologique à chaque fois des séances de travail improvisées ou alors des séances de travail où on te laisse pas concrètement t'exprimer, où on te dicte ce que tu dois faire, on te laisse, en fait, on t'oppresse pour te montrer que il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et c'est bien plus tard, lorsque la situation a complètement dégénéré sur la base d'une erreur, parce qu'il faut quand même le dire, avec toute cette pression-là, j'étais pas
clairement investi à fond dans le travail parce que je n'arrivais pas à m'exprimer ou alors à donner le plein de mon potentiel, si on va dire ça comme ça. Ça fait que sur la base de 2-3 erreurs, la situation a complètement dégénéré et puis je me suis retrouvée à avoir en face de moi le vrai visage de la personne qui montrait clairement que déjà l'emploi, je n'avais pas eu comme moi je pensais selon mes compétences, mais je l'avais eu parce que la personne avait peut-être des intentions tout autres que me donner une expérience professionnelle. Et puis, j'ai remarqué que véritablement, la personne n'avait pas, comme je le disais au départ, les qualités que je lui avais attribuées. Donc, c'était un peu dérangeant de tomber dans ce piège-là. Et j'ai décidé depuis lors d'en faire un combat. Et j'ai organisé dernièrement un espace d'échange avec des femmes pour qu'elles en parlent. Parce que c'est quelque chose que les femmes vivent au quotidien, mais n'en parlent pas souvent. Le harcèlement en milieu professionnel. Parfois, on a un travail, une opportunité de travail, pensant que c'est par rapport à nos compétences. Pourtant, c'est clairement lié à peut-être soit l'attirance que Monsieur X a envers nous, soit les intentions tout autres que de bonnes intentions, en tout cas, envers nous. Et c'est très dérangeant parce que quand tu te retrouves dans ce genre d'atmosphère, tu est tiraillé entre bien faire ton travail et essayer de plaire à la personne que tu as en face de toi. Ça devient donc très compliqué. On se retrouve à adopter, si je vais dire, des masques pour ne pas perdre parfois l'emploi ou alors pour se retrouver toujours dans les bonnes grâces de l'employeur sans toutefois vouloir traverser nos valeurs qui nous empêchent peut-être d'entretenir la relation proprement dite avec le concerné. C'est très compliqué. Donc, c'est une expérience pas très agréable à vivre, en tout cas surtout pour celles qui veulent vraiment explorer tout leur potentiel au sein de leur travail et qui veulent donner le maximum, le meilleur. Ça nous fait souvent tomber dans des pièges ou alors des obstructions de voie parce que c'est ton patron qui a quand même la possibilité de t'ouvrir de grandes opportunités. C'est lui qui demain peut te recommander à X ou Y en disant tu m'as apporté de bonnes opportunités, tu m'as bien servi en tout cas, donc je peux te recommander ou alors faire un bon témoignage de toi. Et quand la situation dégénère et que vous vous séparez en queue de chat, comme on dit, ça devient très compliqué, très difficile à vivre. Merci Hermine pour ton histoire. Sur le début de la situation, s'agissait-il de remarques déplacées, de pression, de gestes ou de chantage? Je vais dire c'est un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. Par moments, des remarques déplacées, d'autres du chantage, clairement. Et parfois même de la pression, comme je disais quand je racontais mon histoire. On te fait assister à une séance de travail inadaptée. Tu étais chez toi, on te dit viens, je veux te rencontrer, il faut qu'on parle de tel. Tu ne peux pas dire non quand même. Tu essayes, tu es à tes débuts en tout cas, tu te dis non, il faut que je tombe dans les bonnes grâces du patron, il faut que je lui montre que je suis professionnelle et tout. Tu fais l'effort de te rendre sur le lieu de la rencontre, vous parlez. Pendant les échanges, on te fait des remarques déplacées sur des propositions, chose qui montre clairement que le but de la rencontre n'était pas en fait pour du travail, c'était clairement pour autre chose. Sauf que tu n'as pas eu l'information et toi, tu es venu avec le mindset du professionnel qui vient avec plein de propositions, sauf que toutes tes propositions sont rejetées et on vit dans un carnage complètement avec d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le travail. Et quand tu veux dire que tu es fatigué, que c'est le moment d'arrêter la séance, on te dit non, mais tu n'es pas le patron, ça ne se fait pas, c'est du manque de respect, c'est du mépris en tout cas. Toutes ces choses-là qui apportent une assez grosse pression chez la personne qui se veut être l'employé et qui se dit à quelle fin même. Surtout qu'on est dans un contexte où les employeurs camerounais ne donnent pas grand-chose. Et donc, de se voir subir tout ça pour si peu, on commence à peser la balance et de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire harceler autant pour si peu. Et comment réagissais-tu au début? Au début, comme on dit, je tiens à rappeler que je suis entrée dans le monde professionnel, si on va dire parfois, sans véritable expérience. Je n'ai pas 10 ans d'expérience, je n'ai pas 5 ans d'expérience. Donc, c'est très compliqué parce que je n'ai pas encore eu du moins, je n'ai pas encore eu affaire à plusieurs profils de patrons.
C'était un peu très difficile. J'ai quand même des mentors dans le domaine qui me disaient, bon, quand il se comporte comme ça, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de laisser passer certaines choses. Et voilà comment tu peux contourner. Des astuces de mentors femmes également qui ont subi toutes ces choses-là, qui vont te dire, voilà comment il faut réagir, voilà comment il faut se comporter, voilà le comportement à adopter. Mais j'avoue que c'est très difficile parce que bien qu'on ait parfois été dans la situation de quelqu'un, c'est très difficile de le remplacer dans cette situation-là, même si nos conseils l'accompagnent. Donc, les conseils qu'on me donnait, il y a des moments où je les appliquais, mais il y a des moments où vraiment je n'arrivais pas à me retenir, si on va dire ça comme ça. Et quand on fait une remarque déplacée, surtout en ce qui concerne mon travail ou alors mes compétences, je deviens farouche. Et je vais me retrouver à dire ce que je pense clairement à la personne. Donc, ça aboutissait souvent à des prises de bec, chose que j'essayais de maîtriser et de modérer un peu parce que j'avais quand même affaire non seulement à un ennemi, mais après à une personne qui a été également un mentor parce qu'on va pas jeter en pâture tout ce que la personne a fait également. C'est en dehors d'être cette personne qui a exercé cette pression psychologique sur moi, c'était quand même un mentor aussi par moment qui partageait de belles expériences de vie et professionnelles également avec moi. Donc, j'essayais quand je lui répondais, de modérer un peu et de chercher les mots justes pour ne pas paraître méprisante. Sauf que parfois, comme on dit, la vérité blesse aussi. Donc, on t'est jamais d'accord. Des prises de bec, des sanctions, parfois même des insultes. Je ne montrais pas en tout cas que ça me touchait sur le coup, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que il y a des moments où je me retrouvais à douter de mes compétences. Je me disais, est-ce que je suis clairement préparée ou alors suffisamment outillée pour répondre à ses besoins dans ce qu'il me demande d'accomplir comme tâche? Est-ce que je ne serais pas peut-être usurpatrice de titre avec ce que je fais pour lui? Donc, autant de choses. Je me retrouvais à douter de mes compétences. Ça me mettait vraiment en mal. Et surtout quand je me dis, c'est quand même cette personne qui m'a motivée au départ et qui m'a montré de l'intérêt. Comme on dit, le recruteur est allé vers toi, et tu n'es pas allé vers le recruteur. C'est quand même, en tant que professionnel, c'est de se dire, ça veut dire que je fais quand même des actions imposantes dans mon domaine. C'était quand même blessant de faire toute cette analyse-là après. Mais bon, on dit les expériences de la vie forgent. Donc, il faut être capable de faire face sans pour autant faire que la situation vire au carnage. Tu dis que la situation te mettait à mal. Est-ce que la situation affectait ta santé morale? Bon, morale, mentale? Durant cette période, je n'étais pas déjà très en forme. Je venais de traverser un moment où je déprimais beaucoup. Toutefois, je vais dire que j'ai eu un pincement au cœur. Et concernant la santé mentale, comme je disais, déjà remettre en doute ses capacités, ça veut dire qu'il y a un problème. Psychologiquement, on n'est plus la même personne. On commence à se donner une autre identité, une identité d'une personne qui n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, une identité de quelqu'un qui peut-être affiche de la paresse dans son travail, du manque de professionnalisme. Du moins, ça veut dire que notre conscience a commencé à nous parler, à nous dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ça veut dire que le psychologique est forcément affecté lorsqu'on n'arrive plus à faire coïncider son identité avec ce qu'on veut nous faire voir de nous. Il y a un gros déphasage en tout cas. Et est-ce que tu avais peur de perdre ton emploi si tu parlais? D'un côté, oui, je vais dire, et d'un autre non, parce que à ce moment, j'avais déjà l'impression d'être embrigadée ou alors séquestrée même. De ne plus pouvoir user de son temps ou alors de son énergie comme on veut. Parce que quelqu'un va nous dicter comment faire, quand le faire. Il ne va pas vouloir écouter quand on lui dira voici comment je pense qu'on peut faire. Être dans une situation où on a un émetteur, quelqu'un qui dit voilà, voilà, voilà. Et toi, tu dois juste recevoir. Et c'est pas de la communication. On n'arrive pas à échanger avec cette personne. Je pense que c'est un environnement défavorable. Et vouloir rester dans ça, c'est vouloir justement se séquestrer, chose que je ne supportais plus. J'avais certes peur de perdre l'opportunité en elle-même et surtout que je voyais que c'était quelqu'un qui était une mine d'or. Si on va dire ça comme ça, professionnellement parlant, c'était une mine d'or.
ça me faisait mal de me dire ou de me faire venir à l'idée de me séparer d'elle. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça ne sert à rien de rester près de quelqu'un qui te fait douter. Et surtout, quelqu'un qui a été autrefois un mentor. Donc, vaut mieux, si on va dire ça comme ça, s'en séparer et émerger vers d'autres horizons, si on va dire ça comme ça. Et moi, je dois souligner que je suis quelqu'un de très pieuse. Donc, moi, je me suis toujours dit, comme le dicton le dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Si aujourd'hui je perds à gauche, forcément, je vais gagner à droite. Et je misais toujours dessus. Ce qui fait que quand il a fallu s'en séparer, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité, bien que ça fasse mal. As-tu ressenti de la culpabilité ou de la honte? La culpabilité, oui. Surtout que c'était pas mon premier emploi. Je me suis dit, si j'ai pu supporter ailleurs pendant tel nombre de temps, pourquoi ici je n'arrive pas à le faire? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire que peut-être il n'a pas forcément tort, j'ai peut-être un problème. Je me suis posé des questions, je me suis questionnée, j'ai remis ma façon de faire en doute, mon côté professionnel aussi en doute. Ça m'a permis pas mal de m'améliorer aussi d'un point de vue. Et puis, j'ai culpabilisé. Beaucoup. Beaucoup, mais pas de honte en tout cas. Il n'y a pas de honte à vouloir se libérer d'une pression psychologique qui pourrait nous conduire à autre chose. Surtout qu'aujourd'hui, le phénomène de dépression devient récurrent. Donc, on doit toujours chercher à être à l'aise dans tout ce qu'on fait. Au début de ton récit, tu dis que tu en as parlé à plusieurs personnes, Oui. des collègues, sûrement un supérieur. Comment ils ont réagi face à cette situation? J'en ai parlé à des amis, des collègues, des mentors, comme je les appelle. Et comme je disais, l'un de mes mentors m'a dit, tu auras affaire à pire que ça comme patron. Et il faudrait bien te dire que aujourd'hui, la situation est moins grave. Ça veut dire que les répercussions de l'abandon de cet emploi-là sont moins graves. Ça n'a pas d'incidence sur toi. Mais demain, tu auras une grande famille à gérer, des enfants, des charges mensuelles vraiment énormes. Et tu n'auras pas de choix, en fait, que cet emploi-là. Tu n'auras pas d'autres opportunités. Donc, tu seras obligé de faire avec, comme on dit dans le jargon camerounais, obligé de faire avec. Et ça devient très compliqué lorsque tu dois faire avec. Tu seras obligé de supporter et de surmonter quoi qu'il advienne. Donc, voilà un conseil que j'avais reçu de mon mentor. Et ça revient encore comme dans le dernier cas de féminicide, quand on disait, on dit toujours à la femme de supporter. On m'a dit, en tout cas dans le milieu professionnel, il faut toujours supporter. Surtout quand tu sais que c'est ton pain quotidien, comme on le dit. Il faut faire l'effort de supporter. Donc ça, c'était le conseil d'un mentor. Maintenant, mes camarades, certains me disaient, faut pas supporter la pression parce que tu te dis, tu vas te faire de l'argent, tu es encore jeune, tu es talentueuse, de surcroît. Il faudrait donc pas s'enfermer parce que tu vas dire que c'est une opportunité, tu en auras plein d'autres dans la vie, laisse-toi le temps d'explorer plusieurs autres choses, ne t'enferme pas dans ça. Donc, voilà un peu 2 avis clairement contraires, mais qui m'ont aidé à faire un choix, si je vais dire ça comme ça, concernant la situation. Avec ces avis, est-ce que tu t'es senti soutenue ou isolée? Je vais dire soutenue. Soutenue parce que déjà, j'ai un grand entourage, un très bel entourage. Je profite de l'émission pour leur faire un coucou à toutes ces personnes qui sont toujours là près de moi pour me donner des conseils, peu importe dans le domaine professionnel, ma vie personnelle et tout. Et je me suis sentie beaucoup soutenue parce que ces personnes-là me connaissent et savent que j'ai du potentiel, j'ai plein de choses à donner. Et si je fais face à une telle situation, peut-être que mon vis-à-vis n'a pas simplement su m'exploiter dans l'angle dans lequel il devait m'exploiter et avait tout un autre angle qu'il avait choisi de voir en moi et n'a pas trouvé satisfaction. Mais n'empêche que je sois celle que je suis et qu'ils connaissent. Donc, je me suis sentie beaucoup soutenue, beaucoup encouragée durant cette épreuve. Ça a été vraiment un catalyseur pour moi, comme je dis, pour la prise de décision et surtout pour me retrouver après ça. Concernant ton harceleur, Monsieur X, Oui.
Est-ce que ton harceleur minimisait ses actes en disant que c'était pour rire ou mal interprété? Qu'est-ce qu'il te faisait concrètement? Je vais dire qu'il minimisait carrément les actes. Comme je dis, des remarques complètement déplacées qui n'ont rien à voir avec le travail. Parfois même des remarques sur mon travail. Bon, pas parfois, hein, très récurrent, pardon. Des remarques concernant mon travail de façon très fréquemment justement. Sur une tâche précise, on va te dire non, c'est pas comme ça que ça se fait. Moi, je pense que, bon, il n'utilisait même pas le terme, moi, je pense que ça se fait comme ça. Et c'est très écœurant, surtout quand la personne n'est pas la personne adéquate, en tout cas, pour parler dans ce genre de choses. Et c'était très dérangeant. En dehors de ça, comme je disais, programmer des séances inadaptées de travail et me forcer à rester là alors que c'était des heures qui ne me convenaient pas, ça aussi, c'était une forme de pression. Tout ça, je vais dire, c'était très, très oppressant. Sauf que lui, c'était simple pour lui, c'était pas quelque chose de gênant. Il trouvait ça normal. Et moi, il me disait, c'est de l'immaturité simplement. Le monde n'est pas comme tu penses, c'est pas le monde des bisounours. Tu dois te soumettre et te laisser imposer ces règles-là. Parce que tu travailles pour moi. Donc, je dis, il minimisait en fait. À un moment donné, est-ce qu'il était tactile? Est-ce qu'il y avait des attouchements? Je ne m'en souviens pas en tout cas. Je n'ai pas de regard à ce niveau. Il n'y avait pas eu d'attouchement. Dans le cadre professionnel, non, mais dans l'autre cadre, qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Dans le cadre amical, c'était mon ami. On pouvait se rencontrer, on se faisait des câlins, on s'enlaçait, on se saluait. On pouvait se faire la bise comme on le fait souvent quand on salue du moins une connaissance, une personne avec qui il y a une certaine affinité, si on va dire ça comme ça. Mais du moment où, dans le cadre professionnel, c'était défini que voilà, nous sommes juste du moins, on n'entretient qu'une relation professionnelle. Donc voilà ce qui devait se faire. Je crois que c'est la chose à faire parce que je vous ai dit au début de mon récit que justement le travail je l'ai en faisant une prestation dans une cérémonie. Donc ça fait que c'est par là qu'on a commencé à avoir cette relation un peu, si je vais dire, de proximité amicale là, avant que je n'ai l'emploi. Donc ça fait que durant cette période, je pouvais arriver à une invitation et je fais la bise. Je n'avais pas encore remarqué, peut-être d'un point de vue de femme, je vais peut-être dire que il avait une certaine attirance. C'est bien plus tard que j'ai essayé d'en faire une analyse. Mais je n'avais pas mis un accent dessus, en tout cas. Que c'était pour ça que j'allais avoir le job et que, en tout cas, le récit qu'il m'a fait ne présentait pas que c'était parce que il était attiré par moi qu'il m'a donné le job. C'était parce que je pensais que les compétences allaient avec le travail qu'il allait me confier. Et à quel moment as-tu su que les bises, les câlins étaient mal interprétés? Comme je dis, c'est quand tout attaque, comme les Camerounais disent souvent, le peuple bamileke. C'est quand tout s'est gâté, en fait, que j'ai su que tout ça, en fait, c'était une mascarade, comme on dit, pour m'attirer, comme on dit souvent. Les révélations, en fait, à cette période-là, voilà, en réalité, je t'ai même donné cette opportunité parce que, et puis, je me suis dit, quand on a commencé à travailler, que c'était juste dans le cadre professionnel, tu m'as montré que tu étais incompétente et tout. Donc, voilà, autant de choses. C'est quand tout s'est gâté, quand tout a dégénéré, que j'ai su, en fait, que c'était pas de la simple affinité qu'on entretenait, il avait développé d'autres intentions et puis le travail, c'était juste un canal, peut-être. C'est tout. Est-ce que cette situation a impacté ta vie familiale ou amoureuse? Non, pas amoureuse. Pas amoureuse. Pas amoureuse, en tout cas. Pas ma vie sentimentale. Mais la vie familiale, un peu parce qu'en famille, on savait que je travaillais pour la personne. Et je leur parlais de mes rêves, mes ambitions avec l'opportunité de travail. Et on sait bien qu'en Afrique, quand tu travailles, tu es un peu comme, si on va dire, un saut d'espoir pour ta famille. Et quand je leur annonce, du coup, que toutes les opportunités dans lesquelles je m'étais projetée via ce travail-là
n'existe plus. C'est un grand désarroi. Et je vois quand même la tristesse dans leurs yeux, me connaissant dynamique et quelqu'un qui a toujours envie d'être sur le terrain et tout. Je vois la tristesse dans leurs yeux se disant, oh là là, mais elle a perdu une opportunité, elle se sent seulement, elle se sent sûrement mal. Je vois le désarroi de leur côté et ça m'affecte beaucoup. Beaucoup parce que je me dis, je viens de briser aussi des ambitions. Puisque je suis une ambition pour eux, je viens forcément de briser une ambition. Je me sens terriblement mal après ça. Et comment trouvais-tu la force de continuer à travailler chaque jour? Je vous ai dit au départ que je suis très pieuse, très chrétienne, engagée dans ma foi et moi j'ai une confiance inébranlable en Dieu et je me suis dit, une opportunité de perdu, 10 de retrouver. La preuve en est que juste après, j'en ai eu une multitude d'opportunités que j'ai parfois mis de côté parce que je ne me sentais pas encore prête à reprendre d'un coup. Mais moi, j'ai toujours su que peu importe l'opportunité que je perds aujourd'hui, ça veut dire simplement que la personne n'entrait pas dans les plans de Dieu sur le long terme avec moi. Elle était là pour un séjour et son séjour s'est écoulé, s'est épuisé. C'est son moment de partir. Et la provision pour les prochaines opportunités viendra certainement de la part de Dieu. Je n'avais pas j'avais la conviction en tout cas que c'était la volonté de Dieu. Ça va aller, j'aurai d'autres opportunités et j'en ai eu d'ailleurs après. Où en es-tu aujourd'hui émotionnellement? Bon, émotionnellement, c'est d'autres choses qui m'affectent. Mais plus cette situation-là, en tout cas, j'ai remis tout à Dieu. Et je suis passée à autre chose. Cette situation est derrière moi et j'ai complètement, à part la séance du jour qui me fait en parler de nouveau, mais c'est vraiment quelque chose qui est passé dans ma vie. C'est un non-événement, si on va dire ça comme ça. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Je continue ma vie, je continue mon parcours sans y penser et me disant que c'était une opportunité de rater. Pourquoi pas? Penses-tu que certaines entreprises ferment les yeux sur ce type de comportement? Beaucoup au Cameroun. Il faut savoir que au Cameroun, on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. Ça veut dire que tout ce qui est supposé être bien est dit par ceux qui font mal que c'est ce qui est mal en fait. Ce qui fait que même les employeurs aujourd'hui, si leurs employés le font à leurs subalternes, ceux qui sont censés encadrer, ce n'est plus un problème. Ça veut dire que même quand tu rates plein de voilà, j'ai subi tel, on va te dire mais qu'est-ce qui a occasionné cela? Et parfois même tu te retrouves à une situation où on va te dire que c'est toi qui as occasionné la situation. En tout cas, c'est toi qui as attiré la personne à se comporter comme ça. C'est toi qui as boosté ces comportements-là chez lui. Donc, c'est vraiment très dérangeant parce que au Cameroun, comme je dis, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. C'est dérangeant, mais c'est le quotidien déjà. Et selon toi, qu'est-ce qui favorise le harcèlement en milieu professionnel? Bon, déjà, il y a plein de belles femmes au Cameroun. Ça, il faut le retenir. Et il faut le remarquer, il y a trop de belles femmes au Cameroun. Et les mâles alpha, les Camerounais, là, ils ont souvent cet esprit de, comment dire ça, de tout posséder, qu'ils se disent, bon, voilà, la nouvelle arrivée, la nouvelle venue, la nouvelle recrue doit forcément avoir un passage avec moi, doit forcément être dans mes sillages. Je dois essayer d'explorer, en fait, son univers. Ce qui fait que tout le temps, en tout cas, c'est commun, c'est quelque chose qu'on voit. Et puis, en dehors de l'esprit de ces personnes-là, je pense aussi que parfois, faut pas se mentir, il y a des femmes qui sont responsables de ces choses-là. En milieu professionnel aujourd'hui, c'est pas pour rien que dans les écoles professionnelles, on encadre en donnant une certaine rigueur et une réglementation dans le monde professionnel. Ça veut dire que on a des mentors, des enseignants et des encadreurs qui vont nous dire, voilà, dans le monde professionnel, vous n'êtes pas que des employés, mais vous êtes aussi des femmes qui doivent montrer un modèle de comportement en société. Ça veut dire que physiquement, ta manière de te vêtir doit respecter un certain code
ne pas être provocateur. Toutefois, bien que ça n'arrête pas les hommes de se vêtir respectueusement ou pas, de se vêtir décemment ou pas, je pense que c'est déjà un canal par lequel beaucoup développent comment dire ça, développent ces caractères de harceleur-là. La façon de se vêtir des femmes dans le monde professionnel, dans le milieu professionnel, le comportement aussi, parce que au travail, nous sommes des collègues. Nous ne sommes pas appelés à avoir une autre relation que ça. Des relations d'amitié peuvent se développer, mais il faudrait que on sache poser les limites et qu'on sache se dire voilà où chacun de nous doit s'arrêter. Maintenant, si il arrive qu'on veut pousser la relation au-delà du professionnel, qu'on soit au moins sérieux, qu'on soit deux personnes libres de s'engager et d'avoir une relation sérieuse et normale, pas de relation où l'autre va se sentir dominant et va imposer certaines choses à l'autre parce qu'il est son patron, pas une relation où l'autre va oppresser l'autre parce qu'il attend justement quelque chose de cette personne-là, pas quelque chose de pas très très sain. Et donc c'est un peu ça en fait. C'est pour dire que les femmes sont responsables de leur harcèlement. Bon, je n'ai pas dit ça dans le sens propre du terme. J'ai juste dit que d'une part, il y a déjà ces hommes-là qui, pas seulement les hommes aussi, il faut évoquer une situation où les femmes harcèlent les hommes dans les lieux de service. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime toujours mettre l'équilibre et la balance. Je ne vais pas venir me positionner ici en tant que victime et me victimiser en tant que femme, disant que les femmes sont trop harcelées, sont trop subissent des harcèlements dans leur lieu de service. Non. Je veux ici dire que peu importe le genre, que ce soit un homme ou une femme, les deux peuvent subir le harcèlement dans le monde professionnel. Ça peut venir de l'homme qui a peut-être des caractères, ces caractères-là en lui qui se dit je dois dominer, je dois posséder la femme au-delà de l'employé. Et parfois aussi, ça relève du comportement de la femme en elle-même qui a peut-être attiré ces personnes-là vers elle. Naturellement, le charme naturel de la femme camerounaise déjà, et puis aussi des accoutrements ou alors des comportements pas très recommandables en milieu professionnel. On retient que quand nous sommes dans le milieu professionnel, nous sommes collègues. Si bien même on veut entretenir une relation, que ce soit dans le cadre du sérieux et qu'on s'engage formellement, qu'on arrête avec des affaires de tu dois me donner tel parce que je veux t'offrir telle opportunité dans le cadre du travail. Donc, concernant cette question, je le dis encore, ce ne sont pas que les femmes qui sont harcelées, des hommes aussi le sont. Et il faudrait regarder des deux côtés, il y a quand même un peu de tort. Pas seulement les hommes, mais les femmes aussi sont un peu coupables. Est-ce que la hiérarchie jouait un rôle dans ce que tu vivais? Bon, clairement. Je ne vais pas te donner trop de détails là concernant cela, mais je pense que dans tous les services aujourd'hui, très peu sont ceux qui instaurent un canal de dénonciation concernant ces actes-là, très peu en tout cas. Où vous allez voir, dirigez-vous vers tel service pour vous plaindre si vous êtes harcelé, si vous êtes victime des signes précurseurs de harcèlement. Très peu sont les services qui sont dédiés à cela dans les lieux de service aujourd'hui. Et ça fait que parfois la hiérarchie n'est même pas au courant, parfois elle l'est. Et même quand elle l'est, nous sommes dans un contexte, comme je disais, dans un contexte où on normalise l'écart pour écarter la norme. C'est malheureux, mais c'est le cas. As-tu envisagé une action légale ou une plainte? Non, je suis pas arrivée jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Parce que, comme je disais, j'avais plutôt d'autres alternatives de partir. C'est toujours... les derniers féminicides au Cameroun nous ont rappelé combien il est important de se choisir, combien il est important de penser à soi avant toute autre chose. Moi, j'ai pensé à moi avant le travail, j'ai pensé à moi avant l'argent que je gagnais, j'ai pensé à moi avant les opportunités qui allaient venir derrière cette expérience. Donc, toujours se choisir, c'est la première option. Avant de penser que quelqu'un va venir nous défendre ou alors la loi sera de notre côté, une procédure même qui apporte encore davantage des tracasseries et une pression sociale, de l'oppression en tout cas, c'est
c'est mieux de prendre la première option qui est la plus simple selon moi, c'est se choisir et partir. Quand on n'est plus à l'aise quelque part, vaut mieux partir. On retire son pied, on enlève son pied dedans comme... Est-ce que tu connaissais tes droits en ce moment-là? Non, pas forcément. Je disais justement que c'est cette situation qui, parce que cette année, voilà le mois de la femme qui est entamé. Je me suis dit, ce mois, moi, je vais particulièrement le dédier à mener des activités, pour lutter pour les droits de la femme dans ce sens-là. Peu importe que ce soit dans le milieu académique ou professionnel, parce que les étudiants n'en parlent pas assez, mais elles vivent cela au quotidien aussi. Donc, je pense que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu académique, les femmes sont victimes de cela. Et elles n'en parlent pas assez, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'elles traversent au quotidien. Et je me suis dit, ma manière à moi de surmonter ça et puis de trouver une issue derrière cette affaire, c'est justement d'ouvrir un espace d'échange, un espace de dialogue avec des personnes qui en sont victimes, des personnes qui ont une capacité à dominer ces choses-là, pour nous donner des outils, pour nous armer, nous, jeunes femmes, qui entrons vivement et pleinement dans le milieu professionnel et pour d'autres dans le milieu académique, à savoir se préserver ou alors préserver déjà, se préserver physiquement, moralement, psychologiquement même, de ces comportements-là. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je n'aurais pas accepté l'opportunité d'emploi. Je n'aurais pas accepté l'opportunité d'emploi. J'aurais dit merci, mais non. Parce que c'est une expérience, bien que je dise tout le temps que ce soit un non-événement, que c'est un non-événement dans ma vie, ça m'a quand même affligée un peu pendant un long moment. Et c'est une histoire, une trace qui demeurera à jamais dans mon parcours. Et qui sait, avec la malveillance des gens, ce que l'on pourrait faire comme recommandation me concernant, positivement ou négativement, j'aurais quand même dû réfléchir mieux et peut-être ne pas accepter la proposition de travail. Ça m'aurait préservé en tout cas de vivre ce moment déprimant, ce moment très affligeant de ma vie en tout cas. Hermine, tu vas regarder la caméra, celle-ci. Quel message aimerais-tu adresser aux femmes qui ont vécu la même situation que toi? Je commence mon propos en rappelant que nous sommes dans le mois de la femme et inviter les jeunes femmes à ne pas seulement célébrer ce jour, ce 8 mars-là comme une simple fête, mais à se rappeler que nous sommes dans un monde dans lequel la femme est en perpétuel combat. Ça veut dire qu'elle doit se battre pour montrer qu'elle a des valeurs. Elle doit se battre pour les préserver. Elle doit se battre pour les assumer parce qu'à un moment donné, on te dit même que tes valeurs, tu ne devrais pas les avoir. Je voudrais dire à une jeune femme qui me regarde et qui se fait harceler par son employeur, si tu ne te sens pas à l'aise, vas-y, fonce et sors de là. Ne reste pas là parce que psychologiquement, moralement, ça pourrait avoir un impact que tu ne mesures pas forcément aujourd'hui, mais demain, ça pèsera. Je voudrais dire aussi à une jeune femme qui le subit, même dans le monde académique, aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, qui justifie certaines déviances, pourrait te trouver malsaine de vouloir dénoncer ces personnes-là. Dans le cas où tu es dans l'impossibilité de dénoncer, choisis-toi et vas-y, sors de là. Sors de là ou alors utilise ton intelligence de femme pour, comment dire ça? J'ai envie de dire conserver la personne. J'ai envie de dire maîtriser la personne, c'est ça le terme. Maîtriser la personne, ça veut dire tu imposes tes limites sans toutefois la repousser avec autorité, sans la repousser avec autorité, en imposant simplement tes limites avec douceur et en disant non, moi mes valeurs je les assume, voici ce que je prône, voici ce que j'assume et voici ce que je possède en tant que valeur et ça on ne l'enlèvera pas. Donc si tu es près de moi en tant que mon enseignant, en tant que mon encadreur, voilà les limites qu'on se fixe.
et voilà où je souhaiterais qu'on reste. Je n'aimerais pas que ça déborde, je n'aimerais pas. En tout cas, que les limites soient imposées avec respect et avec conscience, sans toutefois déborder ou alors avoir l'impression que tu es en position de force, parce que exercer la force, parfois, ça n'aide pas, surtout dans notre contexte. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner à une jeune qui intègre le milieu académique ou alors le milieu professionnel. En tout cas, c'est le mois de la femme. Penser, c'est une question que j'aimerais beaucoup aborder dans un espace d'échange avec d'autres jeunes femmes qui souhaiteraient bien en parler. En tout cas, c'est tout ce que je peux recommander à partir de mon expérience vécue à toutes celles qui passent par là ou alors qui passeront par là. C'est globalement ça. Et pour ces personnes qui harcèlent, un message? Vous n'êtes pas des dieux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas des dieux. Si aujourd'hui, à cause de votre harcèlement, vous fermez des portes seront ouvertes si la jeune femme, elle est compétente. Peu importe. Arrêtez avec les promotions canapé. Arrêtez avec les emplois canapé aussi. Parce que, au-delà de la personne physique que vous voulez posséder, il y a des compétences derrière. Il y a des années de souffrance, des années de formation, des années d'expérience qui formeront un potentiel incontestable pour votre business, pour votre entreprise, pour nos établissements aujourd'hui. Donc, au-delà de ce que vous voulez explorer derrière cette personne, visualisez plus. Regardez plus à ce qu'elle peut apporter en tant que personne dans le cadre professionnel que sur le plan physique. C'est vrai que c'est pas facile, vous les hommes là. Mais je pense qu'on peut aller avec une conscience professionnelle et surtout en appliquant l'éthique et la morale, surtout la déontologie dans nos différents corps de métier, on se retrouvera facilement à se maîtriser face à ces situations. Pareil que pour les femmes, autant bien que pour les hommes. Je pense que le tout sera vraiment de prendre sur vous, de respecter l'éthique et la déontologie selon votre corps de métier. Je crois que c'est clairement mentionné là-dedans. Ça vous évitera de travestir ce qui est censé être limite, en tout cas dans le cadre du monde professionnel. Merci, Hermine, pour ton courage. Parler du harcèlement au milieu professionnel n'est jamais facile, mais ton témoignage rappelle une chose importante. Le silence protège l'agresseur, jamais la victime. À toutes les femmes qui nous regardent, vous méritez le respect, vous méritez un environnement de travail sain. Et surtout, vous n'êtes pas seuls. Dans Filles et Cœur, nous croyons que chaque histoire partagée est une lumière pour une autre femme dans l'ombre. Merci, Amy. Je vous en prie.